Bonjour Valérie Deville-Chabrol, bonjour Bruno Palier, bonjour Olivier Redoulès. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Institut de l'entreprise pour cette table ronde sur la protection sociale et plus particulièrement sur la comparaison des systèmes de protection sociale. C'est la dernière table ronde du cycle consacré à l'éducation aux finances publiques organisée par Melchior. Valérie Deville-Chabrol, vous êtes directrice des relations extérieures d'Ecclesia. Bruno Palier, vous êtes enseignant, directeur de recherche du CNRS à Sciences Po pour le Centre d'études européennes et de politique comparée. Et vous avez publié récemment La réforme des systèmes de retraite et Que sait-on du travail ? Enfin, Olivier Redoulès, vous êtes directeur des études de Rexecode et vous êtes notamment chargé de l'évaluation de l'impact des politiques publiques sur le système productif, la compétitivité, l'emploi et la croissance. Et vous avez publié récemment une note que l'on retrouve sur votre site sur les conséquences de la baisse de la natalité et du vieillissement. Alors, la période des 30 glorieuses a permis de développer des systèmes de protection sociale en Europe, dont les caractéristiques diffèrent en fonction des pays. Cependant, depuis le milieu des années 70, avec le ralentissement de la croissance dans tous les pays, il y a eu une nécessité d'adapter le système de protection sociale puisque ces systèmes de protection sociale ont été confrontés à la fois à une augmentation des besoins et à des contraintes de financement. Alors pour débuter, Olivier Redoulès, voulez-vous nous rappeler déjà ce qu'on entend par protection sociale et quels sont les enjeux de la protection sociale aujourd'hui, globalement dans les pays européens ? Bonjour, donc la protection sociale, c'est une terminologie qui recouvre des réalités très larges. Ça, on a bien sûr en tête la question des retraites, il y a la question aussi de la santé, il y a le champ de la famille, il y a le chômage, il y a le logement qui est concerné, il y a aussi la lutte contre l'exclusion sociale. Et donc en fait, derrière ça, derrière le terme de protection sociale, et je pense que c'est là il faut comprendre le mot protection, c'est une gestion des risques des risques de la vie, des risques qui touchent les personnes tout au long de leur vie. Alors initialement, ça a été pensé dans le cas de la France, surtout pour les travailleurs, et de manière globale, ça s'étend à toute la population. Ça recouvre à la fois des réalités économiques, c'est-à-dire que tout un chacun, en tant que particulier, en tant que individu veut se protéger, et puis après des notions aussi de choix de modèle social, c'est-à-dire dans quel pays on veut vivre, quel niveau de pauvreté on est prêt à accepter, quel niveau de risque on est prêt à accepter dans notre société. Un point important, c'est qu'en général, quand on parle de modèle de protection sociale, on compare surtout la partie publique obligatoire, sachant qu'il y a dans un certain nombre de pays, il y a une partie privée qui peut être conséquente, qui peut être aussi obligatoire au niveau de l'entreprise, au niveau du secteur, et puis parfois il y a aussi une partie privée individuelle qui peut être aussi obligatoire. Il se trouve qu'en France, on se distingue de pas mal d'autres pays par la part relativement réduite de la part privé obligatoire, et on a surtout un système public ou quasi public obligatoire, sachant que quand on parle du public en France, on inclut le système paritaire, mais qui est en fait géré pour une grande partie par les partenaires sociaux, voilà, qui c'est pas géré par la direction du budget ou autre. L'État a un droit de regard parce que à un moment donné, l'État apporte sa garantie, parce que un certain nombre de paramètres sont fixés dans les lois de finances. Alors, vous me posiez la question des enjeux. Moi, je pense qu'il y a 4 grands enjeux aujourd'hui. Le premier enjeu, et ça je pense ça revient à la nature, aux fonctions, à la mission que l'on veut donner au système de protection sociale, qui n'est pas forcément la même pour tout le pays, c'est un jeu bien sûr de couverture des risques. Par exemple, en France, on se distingue c'est un choix collectif, voilà, qui est assumé largement d'ailleurs par une grande partie du spectre politique, d'avoir un niveau de couverture qui est très élevé, qui n'est pas forcément le plus généreux, mais qui est très élevé. Et on peut penser par exemple aux retraites. On a un âge de départ effectif plus tôt que d'autres pays européens, sur une durée de vie à la retraite plus élevée. On couvre une part des salaires qui est beaucoup plus élevée que beaucoup d'autres pays. On va jusqu'à 8
plafond de la sécurité sociale. Donc ça, il faut faire le calcul, mais chaque plafond de la sécurité sociale équivaut à un salaire de 4 000 euros brut par mois, donc ça fait beaucoup. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique en France par rapport aux autres pays européens. Mais aussi, on a au fil du temps, cherché à étendre la couverture, y compris pour les personnes qui avaient pas pu travailler au niveau de leur vie. Donc on a essayé de joindre une partie qui était liée au travail et une partie qui était plutôt de la solidarité. Donc la France se distingue par une vision assez solidaire des choses. Et on a essayé d'introduire un continuum pour les retraites qui va de la personne qui a travaillé toute sa vie, qui n'a pas eu d'accident de la vie et qui va vouloir bénéficier de sa retraite à la personne qui, à un moment donné, aura peut-être une vie professionnelle beaucoup plus hachée. De la même façon, on peut penser pour la santé. En fait, on a une dépense de santé qui est aussi relativement élevée en France, mais qui traduit le souhait d'avoir un reste à charge très faible, qui est un des plus faibles des pays de l'OCDE, et qui se traduit par ailleurs par une espérance de vie relativement élevée. Et puis, il y a aussi le chômage, et on pourrait faire le tour des différents pans où en fait, il y a une volonté, et ça c'est un point assez spécifique de la France qui résulte en fait de préférences collectives, d'avoir une couverture assez élevée, alors qui n'est pas toujours parfaite. D'ailleurs, on peut se dire, par exemple, dans certains pays, les chômeurs modestes sont peut-être un peu plus couverts, un peu mieux couverts que la France. Donc, on n'est pas systématiquement au taquet en termes de couverture. Tout ce système-là, c'est la résultante d'un ensemble de négociations collectives, de lois, parfois de fractures. Donc voilà. Un point quand même qui revient, et dont le deuxième enjeu après la couverture, c'est celui de la soutenabilité financière. Et il se trouve que la contrepartie d'avoir un système qui est relativement large en termes de couverture et qui est relativement universel en termes de risque, c'est un coût en termes de masse d'argent des finances publiques qui est consacré à la protection sociale, qui est particulièrement élevé en France, qui est de l'ordre de 32% du PIB. Alors, une partie de ce coût d'ailleurs élevé revient au fait qu'on a un choix du tout public ou du quasiment tout public. Voilà. Donc, mais cela étant, en fait, c'est pas complètement équivalent le public ou le privé. Chacun ayant ses avantages et ses inconvénients, on pourra en reparler. Mais si on regarde les différents postes, alors sur la retraite, à 14,5% du PIB de dépenses de retraite, essentiellement publiques, on est un des pays les plus élevés de l'Union européenne, mais de l'OCDE. C'est pareil pour la santé avec 12% du PIB de dépenses de santé. Les États-Unis faisant exception, ils sont beaucoup plus élevés que nous. Et on a un système en fait où on a été forcé d'inclure de plus en plus d'impôts. Parce qu'au fond, 32% du PIB, initialement, on aurait pu vouloir que ce soit uniquement de la cotisation, parce que c'était ça l'idée à la base de la sécurité sociale, si on pense à la maladie, à la retraite ou autre, sont toutes ces lignes qu'on trouve sur nos fiches de paie, mais en fait le financement par le travail n'a pas suffi, une partie d'ailleurs étant, il a fallu aussi couvrir d'autres risques que ceux qui étaient pris par les travailleurs, et donc on a inclus de plus en plus d'impôts, et de fait, même si de manière un petit peu, comment dire, par construction, les comptes doivent revenir à l'équilibre, on a détourné de plus en plus de ressources de l'État pour financer notre protection sociale. Et à la fin, il y a une partie de notre protection sociale qui se retrouve dans le déficit public. Donc le sujet de la soutenabilité financière est posé, il est posé pour tous les pays, y compris pour les États-Unis ou l'Allemagne ou autre. Nous, le sujet qui nous éloigne un peu des autres pays, c'est que on a une situation des finances publiques qui est globalement dégradée. On a une des dettes publiques les plus élevées de l'Union européenne, la troisième de mémoire, autour de 120% du PIB, le déficit public le plus élevé, et donc de fait, le fait que la protection sociale contribue directement ou indirectement à ce déficit, ça pose un problème de soutenabilité du système, parce qu'on pense bien que quand il faudra réduire le déficit public, ce sera compliqué de ne pas mettre la protection sociale à contribution. Et c'est d'autant plus vrai qu'avec le vieillissement de la population, comme vous en parlez, les dépenses sociales sont amenées à croître. La Cour des comptes a publié un rapport en fin de l'année dernière qui disait que, au fond, il y avait 4 points de PIB, donc 120 milliards d'euros à peu près en plus, d'hausse de la dépense publique à attendre dans les décennies à venir en lien avec le vieillissement.
Deux autres enjeux, mais je passerai un peu plus vite parce que je voulais quand même prendre le temps d'expliquer. Un enjeu quand même qu'il ne faut pas oublier, et là je prends ma casquette avec ces codes, c'est celui de l'efficience économique. Au fond, parce que le prélèvement, parce que la protection sociale est financée par un prélèvement sur le travail, ça a des conséquences sur la façon dont les gens perçoivent le revenu du travail, donc ça renvoie à toutes les questions du travail qui ne paie pas, ça renvoie à toutes les questions des trappes à bas salaire, ça pose la question aussi de l'attractivité pour les talents. On voit parfois sur des profils très qualifiés des gens qui comparent la fiche de paie qu'ils auraient en France et dans d'autres pays européens et qui se disent oui, c'est bien le système français, mais moi, je préfère garder mon salaire pour moi. Et en fin de compte, et c'est ça, je pense, le dernier enjeu, ça pose un enjeu d'adhésion. Au fond, en fait, on a conçu notre système de protection sociale sous forme obligatoire. C'est pas le cas de tous les pays. Il y a des pays où, en fait, il y a une part obligatoire qui est beaucoup plus réduite. Et ça d'ailleurs, une partie de l'explication des différences de montant de dépenses dans le PIB, c'est qu'en fait, dans pas mal d'autres pays, la part obligatoire publique est plus réduite. Mais de fait, le fait que ce soit public et obligatoire ne nous exonère pas de la question de l'adhésion. On voit qu'on a des enjeux quand même d'équité intergénérationnelle ou autre, et donc la question de l'adhésion se pose. Voilà. Merci beaucoup. Valérie Deville-Chabrol, est-ce que vous voulez préciser, dans un cadre strictement français, quels sont les enjeux selon vous de la protection sociale aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, la première chose, je reviendrai sur une spécificité de notre protection sociale, c'est effectivement la notion de base et de complémentaire. C'est vrai qu'au moment de la création de la sécurité sociale en 1945, la sécurité sociale, finalement, s'intéressait aux risques essentiels qui étaient à l'époque la santé, la natalité et les pensions dans une plus faible mesure. Très rapidement, les partenaires sociaux, donc les représentants des employeurs et des syndicats et des salariés, donc à travers les syndicats, se sont posé la question de compléter ce socle de base. Et ça a commencé dès 1947 par la création du régime complémentaire des cadres. Et très rapidement, en fait, les partenaires sociaux ont décidé, en fonction des besoins des entreprises, mais aussi des branches, de développer des socles de complémentaires, que ce soit en retraite, en santé ou en prévoyance. Et un groupe comme Clésia est effectivement l'émanation donc de la volonté des partenaires sociaux de développer ce socle complémentaire, et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Pour revenir sur nos enjeux aujourd'hui, donc j'ai parlé tout à l'heure effectivement des risques essentiels de 45. En 2025 ou 2026, la situation est très différente. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un vieillissement de la population extrêmement important, qui se traduit donc par un allongement de l'espérance de vie, bien sûr, mais aussi par l'arrivée des générations nombreuses du baby-boom à partir de 45 aux âges élevés. Et donc, ça pose effectivement plusieurs sujets qui sont très lourds pour la protection sociale. Le premier, c'est effectivement la déstabilisation de nos systèmes de retraite par répartition, c'est-à-dire qu'il y a au mieux une stabilité, mais avec la baisse de la natalité soulignée tout à l'heure, on risque d'avoir une déstabilisation avec de moins en moins d'actifs qui vont devoir financer de plus en plus de retraités. Ça, c'est la première source de déstabilisation du système. La deuxième source de déstabilisation liée au vieillissement, c'est tout simplement que les besoins de santé vont s'accroître du fait qu'il y aura effectivement des personnes âgées souvent plus malades et qui auront besoin effectivement de davantage de soins. Donc comment on oriente le système de soins de surcroît pour faire face à ces nouveaux besoins de santé de la population, ça c'est un autre enjeu qui est important, à savoir que nous avons bâti un système de soins très tourné vers la réparation et donc le soin de pathologies aiguës, alors même qu'aujourd'hui, on a besoin d'accompagner des pathologies effectivement différentes, qui s'étalent dans le temps et qui nécessitent donc de revoir notre organisation qui est plutôt tournée sur l'hôpital à plus de 50%. Troisième enjeu qui est important, je viens de le souligner, c'est les pathologies chroniques. Auparavant, effectivement, on décédait assez rapidement des pathologies que nous pouvions avoir. Avec l'allongement de l'espérance de vie, avec l'évolution des comportements aussi, on a quasiment aujourd'hui 25 millions de Français, disons, sur le territoire national, qui sont atteints d'une pathologie chronique. Et donc,
tout le monde doit apprendre à vivre avec sa pathologie, que ce soit le patient lui-même, bien sûr, mais également son entourage, et puis également les entreprises, donc qui vont devoir accueillir dans leur rang donc ces personnes qui ont besoin donc d'être accompagnées du fait de ces pathologies chroniques. Et le troisième élément aussi qui est extrêmement important, c'est le besoin effectivement avec le vieillissement, donc d'accompagnement de la perte d'autonomie. C'est un nouveau risque qui va arriver donc et qui va devoir nécessiter là aussi de prendre en charge les patients et la population française âgée de façon différente avec des dispositifs que nous n'avions pas jusqu'à présent. Merci beaucoup. Bruno Palier, est-ce que vous voulez compléter les enjeux que nous n'aurions pas déjà évoqués selon vous de la protection sociale, tout d'abord? Oui, je crois. Tout d'abord, il faut rappeler que l'année dernière, donc en 2025, on a fêté les 80 ans de la sécurité sociale. Et le premier enjeu, c'est de rendre hommage à la sécurité sociale. C'est de rappeler que les objectifs qu'on a fixés à la sécurité sociale en 1945, ils ont été atteints. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif de permettre à chacun d'accéder aux soins quand ils étaient malades, et quel que soit leur degré de maladie, leur degré de richesse, et on y a réussi. Il y avait un objectif de faire en sorte qu'on ne soit plus extrêmement pauvre quand on était vieux, et à partir des années 70, on y a réussi. Il y avait faire en sorte aussi de soutenir les familles avec enfants, et ça, pendant longtemps, on y a réussi. Je vais y revenir, on y arrive un petit peu moins bien aujourd'hui. Et puis, à partir de 1958, on s'est aussi donné l'objectif d'aider les personnes au chômage. Avant, il n'y en avait pas beaucoup, et pendant une certaine période aussi, on y a réussi un petit peu moins bien, vous le disiez tout à l'heure. Donc je crois que c'est important de le rappeler, parce que dans les enjeux, c'est de préserver ces acquis. On ne peut pas souhaiter, en tout cas les Français ne souhaitent pas, que les personnes âgées redeviennent pauvres. Or, beaucoup de réformes des retraites ont eu cet effet-là. En Angleterre, dès les années 80, en Allemagne, à partir de 2001, les réformes des retraites ont réintroduit la pauvreté chez les personnes âgées. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on souhaite mettre en place ce type de réforme, inspirées par les pays voisins, qui font revenir la pauvreté, mais de façon massive, pour l'Angleterre et pour la Suède en partie, et beaucoup en Allemagne. Même chose pour la santé. Est-ce qu'on souhaite que les gens qui sont un peu trop pauvres ne puissent plus se soigner quand ils ont une pathologie chronique, quand ils ont quelque chose? Voilà, c'est ça l'enjeu aussi. Donc préserver les acquis sociaux. Le deuxième, je rejoins ce qu'a dit Olivier sur la couverture. Il y a des nouveaux risques sociaux, et ceux-là, ils sont très mal couverts parce qu'on a écrit une lettre de mission pour la Sécu. C'est notamment le Conseil national de la résistance en 1945, donc pour l'époque. Et pour l'époque, on imaginait que la plupart de la population allait vivre dans une famille nucléaire, avec l'homme qui travaille pour un salaire, la femme qui travaille à la maison pour s'occuper de son mari et de ses 3 enfants. C'était la fécondité à l'époque. Donc c'est un modèle un peu vieux jeu, et évidemment ça s'est pas adapté depuis. Alors ça s'est pas adapté à quoi? Au fait que les femmes sont rentrées sur le marché du travail. Mais les femmes sur le marché du travail n'ont pas les mêmes carrières que les hommes. Elles ont beaucoup plus de carrières à temps partiel, beaucoup plus d'interruptions de carrière, ce qui fait qu'elles acquièrent de moins bons droits à retraite que les hommes, du fait du temps partiel, du fait des interruptions. Et donc, ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que les femmes travaillent plus longtemps que les hommes pour obtenir moins de droits à retraite. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est qu'on a d'abord pensé aux travailleurs. Vous le rappeliez tout à l'heure. Et donc, on a d'abord pensé à la protection sociale de ceux qui travaillent et payent des cotisations sociales. Mais quid des jeunes? Les jeunes ne payent pas de cotisations sociales, par définition. Et pourtant, les jeunes aujourd'hui sont une des populations les plus à risque, parce qu'il y a de grandes difficultés à devoir faire des études longtemps, ou à avoir échoué du fait du système scolaire et ne pas trouver d'emploi, avoir des difficultés à trouver un logement, avoir des difficultés à trouver un travail. On a entre 10 et 15 ans de galère pour beaucoup de jeunes. Il y a très peu de couverture sociale. Donc on a ici un risque social fort du côté de la jeunesse qui n'est pas bien couvert. Et puis, j'y faisais allusion tout à l'heure, on voit un phénomène tout à fait préoccupant, c'est que le taux de pauvreté en France, il ne baisse pas, il a même un petit peu augmenté. Et ce ne sont plus les mêmes personnes qui sont pauvres. Comme je le disais tout à l'heure, la pauvreté a considérablement réduit chez les personnes âgées. Elle n'a pas disparu, mais elle a véritablement considérablement réduit grâce au système de retraite et grâce au minimum vieillesse qui garantit que même si on n'a pas eu une super carrière, on a quand même un revenu, alors aux alentours de 1 000 euros par mois, c'est pas grand-chose, mais ça évite d'être très pauvre, on va dire.
On voit donc les jeunes, beaucoup de jeunes être pauvres, mais on voit la pauvreté augmenter parmi les enfants. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Être pauvre quand on est enfant, c'est terrible en tant qu'enfant, mais ça va poser aussi des problèmes de santé, des problèmes de scolarité, des problèmes tout au long de la vie. Et donc là, on a une vraie préoccupation qui est liée à un mécanisme nouveau, qui est les familles monoparentales. Les familles monoparentales, c'est quand même un quart des familles en France. C'est souvent des femmes seules avec enfants, à 80%, qui n'ont pas le soutien suffisant pour pouvoir chercher du travail, travailler, s'occuper des enfants, et qui se retrouvent, pour un tiers d'entre elles, les familles monoparentales, en situation de pauvreté. Donc les enfants pauvres vivent, pour beaucoup d'entre eux, dans des familles monoparentales. Notre système de protection sociale, encore une fois, n'est pas très présent pour aider ces situations-là, puisque, par exemple, pour avoir une place en crèche, beaucoup de communes disent il faut travailler. C'est pendant que vous travaillez qu'on va vous donner une place en crèche. Ben non, il y a besoin que je puisse avoir du temps pour chercher un emploi. Bon, par exemple, ça c'est une des difficultés. Donc on a enfants, jeunes, femmes, des profils qui sont moins bien couverts par notre système de protection sociale, qui sont des nouveaux risques sociaux à côté de celui de la dépendance auquel vous avez fait allusion. Et puis l'autre grand enjeu, si on est d'accord pour dire qu'on ne va pas remettre de la pauvreté chez les personnes âgées, on ne va pas supprimer l'accès aux soins, et on va peut-être essayer de mieux couvrir les choses, c'est de trouver des ressources. Et il y a évidemment un problème de croissance. Donc je pense qu'il est aujourd'hui impossible de parler de la protection sociale sans parler de modèle de croissance. Comment on fait en France pour aller chercher de la croissance? Et moi, j'ai pu écrire ces derniers temps qu'on ne cherche pas en fait à avoir de la croissance, puisqu'on cherche à réduire les coûts. Donc on ne cherche pas à faire de la croissance, on cherche à réduire le coût du travail, réduire tous les coûts. Donc en fait, on a une stratégie de peau de chagrin qui ne permet pas de prospérer. Et puis le deuxième enjeu, qui est vraiment l'enjeu majeur sur lequel je crois tous les experts sont d'accord, c'est qu'on n'a pas assez de jeunes en emploi rémunérés et on n'a pas assez de personnes au-delà de 55 ans en emploi rémunéré. C'est ça la grande différence. Quand on dit les Français travaillent moins que les autres, c'est parfaitement faux pour un Français au travail, une Française au travail. C'est les mêmes heures de travail sur l'année par rapport à l'Allemagne. La différence, elle est dans le fait qu'on a beaucoup moins de seniors, de personnes de plus de 55 ans au travail et de jeunes au travail. Et ça, c'est la grande question. Comment on fait pour qualifier, amener vers l'emploi les jeunes? Comment on fait pour inciter les entreprises à garder leurs seniors? Et je crois, ça c'est un des enjeux des réformes des retraites, c'est qu'avant de changer l'âge de départ à la retraite, il faut d'abord changer les conditions de travail, il faut apporter de la formation au-delà de 50 ans pour les personnes en emploi, de façon à ce qu'ils se sentent capables et que les entreprises aient envie de garder les seniors beaucoup plus longtemps. C'est là que réside véritablement l'enjeu des ressources pour la protection sociale, c'est sur les taux d'emploi. Et puis, c'est s'inventer un modèle de croissance qui soit positif, qui soit conquérant et qui ne soit pas restrictif et frileux, effrayé par tous les coûts et la compétition internationale qui nous amène à avoir vraiment une stratégie on fait de moins en moins de choses, on essaye de se débarrasser de plus en plus de salariés pour que ça coûte moins cher. C'est véritablement pas ce dont nous avons besoin. Merci beaucoup. Je crois que tous les enjeux sont convergents. Est-ce que nous pourrions évoquer des solutions, des réponses qui ont été apportées par les autres pays de l'OCDE? Si vous voulez commencer, Bruno Palier, notamment pour les jeunes, pour les femmes, pour le taux d'emploi des seniors, et le fait que, comme vous l'avez souligné, les femmes, les jeunes et les enfants soient des risques nouveaux, c'est extrêmement préoccupant puisqu'ils représentent quand même plus de la moitié de la population par construction, et le fait que le système de protection sociale ne prenne pas en charge de façon satisfaisante plus de la moitié de la population est une vraie préoccupation. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai créé avec Clément Carbonnier un livre qui s'appelle Les femmes, les jeunes et les enfants d'abord, qui essaye de mettre en avant cette nécessité de reconfigurer notre perception des risques sociaux. Alors, en termes de comparaison internationale,
dans le droit fil de ce que je viens de dire, je pense qu'il faut d'abord regarder les stratégies de croissance des différents pays qui vont avoir un effet bénéfique sur la situation financière, notamment de la protection sociale, mais qui en fait font appel à la protection sociale. C'est là que c'est intéressant, c'est que beaucoup de stratégies de croissance reposent sur des politiques sociales. Alors je vais passer un petit peu en revue. On sait que l'Allemagne a une stratégie de croissance qui vise à favoriser l'exportation de biens manufacturés de qualité. J'insiste beaucoup sur le de qualité, les voitures de qualité, la chimie, etc. Et donc, dans la protection sociale, qu'est-ce qu'ils utilisent? Beaucoup de protection pour les hommes salariés de l'industrie manufacturière. Il n'y a pas de licenciement dans ces secteurs-là, alors sauf dans la crise extrême qu'ils traversent actuellement, qui est vraiment existentielle pour eux dans la voiture. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait une grande protection. Et il y a beaucoup d'appels à la formation spécialisée dans l'industrie manufacturière pour exporter des biens de qualité. Donc, la partie formation fait partie de leur système de protection sociale et constitue un atout pour cette stratégie de croissance. Après, on peut regarder la Grande-Bretagne. Qu'a fait la Grande-Bretagne à partir des années 80? Elle a dit l'industrie c'est fini. Thatcher était célèbre pour dire bon, tout ça c'est fini, je licencie, je ferme. Mais qu'est-ce que je mets à la place? Je mets la finance à la place. Donc la City, les assurances, etc. Avec une théorie du ruissellement qui fait que les richesses produites dans le sud de l'Angleterre et à Londres vont ruisseler sur tout le monde, mais aussi un effet d'entraînement par le marché immobilier fondé sur l'accès au crédit facilité, par la privatisation d'une partie de l'enseignement par des fonds de pension qui se sont développés. Donc c'est une financiarisation de l'économie et vous le voyez, là encore, la protection sociale joue un rôle puisque les dépenses privées dans l'éducation, c'est des emprunts, etc. Ça fait tourner la finance. Les fonds de pension, ça fait tourner la finance. La City tourne aussi grâce au mortgage. Donc ça, c'est un système. Il faut bien savoir que c'est un système qui marche, entre guillemets, dans la mesure où il y a eu de la croissance, où on voit des emplois générés. C'est un système extrêmement inégalitaire et avec beaucoup de pauvreté. Et puis, il y a les pays nordiques. Mais il y a aussi, dans les pays nordiques, il faudrait aller jusqu'aux Pays-Bas, jusqu'à la Suisse, jusqu'à l'Autriche. Donc, ils sont des pays qui ne peuvent pas croître s'ils n'exportent pas, mais qui cherchent à exporter des biens, des services innovants et de qualité. Avec non pas l'obsession de toujours exporter la même chose, comme les Allemands, c'est toujours de la bagnole ou toujours de la chimie, et là ils arrivent à une limite, notamment la limite fossile, mais les autres c'est exporter la qualité de l'innovation. Et pour pouvoir exporter de la qualité de l'innovation, il faut d'abord former votre population de façon à ce qu'elle ait des compétences qui soient très élevées, mais qui soient aussi convertibles d'un secteur à l'autre à mesure que les innovations font changer les secteurs porteurs. On voit bien les innovations technologiques, c'est nouveau, il y a 15 ans on n'était pas du tout dans le même monde. Eh bien si vous avez apporté la formation initiale et les formations continues nécessaires, vous arrivez à faire cela. La deuxième chose que les Nordiques font, que font en partie les Néerlandais, c'est de dire, puisque vous allez changer d'emploi, puisqu'il va y avoir beaucoup de mutations et qu'on veut que vous soyez à la frontière, il ne faut pas que, si vous perdez un emploi, ce soit une catastrophe sociale pour vous. Donc vos droits sociaux, ils sont importants, mais ils ne sont pas liés à votre situation d'emploi. Ce n'est pas parce que vous travaillez, que vous avez une mutuelle, que vous avez une bonne retraite, que vous avez de la protection au chômage, etc. C'est en tant que citoyen. La protection sociale, dans ces pays-là, elle est garantie à tous les citoyens, financée par l'impôt, et donc c'est des droits qui vous sont garantis quoi qu'il vous arrive sur le marché du travail. Et ces droits, ils commencent très tôt, c'est-à-dire le droit à tout le monde, à tous les enfants pour une place en crèche. Et une place en crèche, ça apporte des compétences dès l'âge de 1 an, 2 ans qui sont tout à fait indispensables. Le deuxième droit, c'est le droit de la réussite de tout le monde à l'école. Les écoles scandinaves, elles visent non pas à mettre des bonnes notes et des sales notes et à humilier les mauvais élèves, elles visent à ce que tout le monde réussisse à l'école, au collège, au lycée, parce qu'on a besoin de toute une population bien formée. Ensuite, il y a une formation tout au long de la vie. Ensuite, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les jeunes, ils sont soutenus quel que soit le revenu de leurs parents quand ils font des études. Moi, je sais bien, mes étudiants scandinaves, ils sont plus riches que n'importe quel autre étudiant et c'est financé par l'État. Et c'est un investissement. Donc c'est ça la stratégie de protection sociale de ces pays-là. C'est ce qu'on a pu appeler l'investissement social, c'est de considérer que soutenir les enfants, soutenir la réussite de tous, soutenir les jeunes et soutenir la possibilité d'avoir une carrière et de faire garder ses enfants, donc soutenir les femmes aussi, et des carrières beaucoup plus complètes pour les femmes, c'est un investissement social. Le retour sur investissement, c'est quoi? C'est une dette publique à 40% du PIB, c'est des taux de chômage
régulièrement et quasiment toujours inférieur à ceux de la France, des inégalités primaires très très inférieures à ceux de la France. Voilà, c'est un modèle social qui est à la fois porteur de prospérité économique, d'innovation, et qui est beaucoup moins inégalitaire. Une part des dépenses sociales dans le PIB pour le Danemark, pour la Finlande, équivalent à celui de la France, alors qu'il a considérablement baissé en Suède. Les inégalités ont augmenté du même coup. Voilà un peu les stratégies qu'il peut faire. Donc moi, je tenais à présenter ces stratégies qui reposent sur des politiques sociales particulières en connexion avec la stratégie de croissance. Et je voudrais finir sur cette question-là. C'est quoi la stratégie de croissance française, mis à part la lutte contre les coûts, ce que j'ai appelé, moi, la stratégie du low cost, c'est de dire on créera des emplois et on sera compétitif si le travail était moins cher. Eh bien, ça fait 40 ans qu'on fait ça et on voit le résultat. On n'a toujours pas de conquête de marché. Au contraire, nos parts de marché à l'international diminuent. Le chômage, certes, a baissé, mais sans doute beaucoup plus pour des raisons démographiques que grâce à ces stratégies-là. Et on ne voit pas l'avenir de cette stratégie du low cost pour un pays comme la France qui a fait les choix collectifs qui ont été rappelés, c'est-à-dire d'avoir une protection sociale publique extrêmement couvrante. C'est vrai que le low cost ne semble pas forcément une stratégie que l'on puisse adopter. Est-ce que vous voulez compléter sur d'autres inspirants de pays de l'OCDE Je pense, alors je partage beaucoup de points avec ce qu'a dit Bruno, c'est-à-dire quand on regarde les pays nordiques ou l'Allemagne notamment, ou même les États-Unis, le modèle social a beaucoup à voir avec la réussite économique. Et en fait, pourquoi? Et c'est assez logique, c'est parce que le modèle social derrière, il y a deux grands enjeux sur la formulation de recherche, la dynamique économique. Le premier, c'est quand même le partage des revenus, donc tout ce qui est incitation, partage de la valeur ajoutée, etc. Il y a aussi un gros enjeu de financement d'économie. Et par exemple, quand on voit les États-Unis, ce serait compliqué d'imaginer leur capacité à innover, à financer l'IA, à financer de nouveaux secteurs sans leur fonds de pension. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs, les fonds de pension, dans les pays nordiques ou aux Pays-Bas. Pas trop en Allemagne et pas du tout en France, quasiment. Donc ça, c'est un point qui est majeur, parce qu'en fait, derrière, l'autre aspect de la protection sociale, qui est souvent occulté, c'est sa dimension financière qui est très forte, intrinsèque. Il se trouve qu'en France, c'est masqué par le fonctionnement même de la sécurité sociale, c'est-à-dire on acquiert des droits, on acquiert des points pour l'Agir Carco, ça nous donne des droits à des flux de revenus futurs. C'est en fait un produit assurantiel, mais c'est un produit assurantiel qui est gelé dans le système, alors avec quelques exceptions qui sont tout ce qui est les complémentaires privés ou autres, les PER, où là pour le coup, ou même parfois certains dispositifs conventionnels, certains dispositifs sectoriels où on se rapproche des fonds de pension. Donc ça, c'est un point qui est effectivement important. Et l'articulation entre ces pays et nous, par exemple, c'est que au fond, ils ont des protections qui sont relativement parfois plus couvrantes en termes qu'on parle de taux de remplacement ou autre, mais sur des plages de salaire beaucoup plus réduites. C'est-à-dire le montant du chômage maximum qu'on va avoir en Suède ou en Allemagne ou aux Pays-Bas par le système social obligatoire, mais c'est pareil aussi pour la retraite, va être beaucoup plus bas qu'en France. C'est-à-dire que, au fond, quand on va sortir du marché du travail, que ce soit d'ailleurs pour le risque retraite ou pour le risque chômage, on va être relativement plus couvert, mais sur une base beaucoup plus faible. Et donc, on va laisser davantage le soin aux gens, soit de façon obligatoire dans le cas des Pays-Bas, où il y a une partie, en fait, si on compare la part des retraites entre les Pays-Bas et la France, à part des retraites obligatoires publiques, dans le PIB, c'est autour de 6% aux Pays-Bas, c'est 14% en France. C'est pas parce qu'ils ont des plus mauvaises retraites, c'est parce qu'il y a une partie importante de la retraite qui ne figure pas, mais qui est quand même de l'ordre de l'obligatoire privé. Voilà. Et où on cotise, en fait, tous les salariés ou leurs patrons néerlandais cotisent pour la retraite. Et donc, la partie publique est beaucoup plus réduite. Et ça, c'est un élément important parce que ça laisse de la place pour des fonds de pension, pour des capacités de financement de l'économie, peut-être aussi pour plus de rendement, parce que ces fonds de pension, ils peuvent être placés sur des investissements plus risqués qu'au fond,
la masse salariale, parce que les retraites, le rendement des retraites, enfin le rendement des prélèvements sur les salaires, c'est la masse salariale. Donc ça, c'est un point important de différence. Après, un autre point important de différence, et qui explique aussi pourquoi, en fait, on peut résoudre ce dilemme d'avoir une protection sociale qui est généreuse, qui est étendue dans ces pays, et en même temps une soutenabilité budgétaire, parce que quand on voit leur niveau de dette publique, en Suède ou au Danemark, on doit être autour de 30% du PIB. Voilà. Un point qui est forcément important, c'est que le principe, c'est de partager la valeur, d'être sûr en fait de partager la valeur qui a été déjà produite. C'est-à-dire de ne pas mettre un peu la charrue devant les bœufs, ce qu'on fait un peu en France. Si on remonte un peu le temps, par exemple, les textes fondateurs de la Sécu, c'est à chacun selon ses besoins, ça vient en premier, et ensuite, on trouvera bien des ressources. La façon dont même le dialogue social est organisé dans ces pays-là, c'est que, par exemple, les hausses de salaire sont fixées, par exemple, par le secteur exportateur. Et ensuite, l'État n'intervient assez peu. Il n'y a pas de SMIC. Il n'y a pas de SMIC en Suède, il n'y a pas de SMIC au Danemark, il n'y a pas de SMIC en Finlande. L'État intervient assez peu. Et ensuite, la valeur ajoutée se distribue au fond en fonction des anticipations conjointes entre les partenaires sociaux côté patronal et syndical, avec un taux de représentation syndicale qui est beaucoup plus élevé qu'en France. On est plutôt autour de 70% contre 7% en France. Et donc, de fait, en fait, on a une logique de partage de la valeur ajoutée qui est intrinsèquement liée à la compétitivité. Et donc, c'est la façon, si on revient par exemple, la Suède, c'est un bel exemple, parce que la Suède, à la fin des années 80, était dans une situation de crise épouvantable. La crise s'est vraiment déclarée au début des années 90. Et puis, il y a eu une réforme, et le modèle qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est le modèle qui est issu de ça, mais qui est très différent de ceux qui préexistaient avant. Et c'est un modèle où, en fait, une des réponses à cette crise a été, et c'est un effort conjoint des partenaires sociaux, patronat et syndicats salariés, de se dire, en fait, on va organiser le dialogue social pour être sûr que le système soit soutenable, à la fois dans la fixation des salaires, mais aussi dans la façon dont les retraites fonctionnent, de la réforme des retraites suédoises qui a donné lieu au système en vigueur aujourd'hui, date de cette époque-là. Et par exemple, le système de retraite suédois, c'est on ajuste les pensions en fonction de la vitalité des ressources économiques du système. Donc, par exemple, de manière un peu caricaturale, si on a des prévisions de croissance plus basses, on va baisser les pensions. Mais on va baisser les pensions sur une part qui est beaucoup plus réduite qu'en France, parce qu'en fait, c'est sur la part publique, sachant qu'après, les gens, ils ont leur part conventionnelle, qui n'est pas obligatoire, mais qui est très courante. En général, les employeurs financent une part pour leurs salariés, en fonction des secteurs. On a aussi peut-être quelque chose qui est intéressant à voir, c'est que il y a cette distinction déjà, une part publique obligatoire plus petite, une part conventionnelle ou privée plus large. Et sur la part publique, on est à la fois plus généreux et plus strict. Et je pense, si on pense à la flexi-sécurité à la danoise pour l'allocation au chômage, c'est très généreux. C'est très généreux. Alors, sur un plafond de plus bas qu'en France, mais quand même, c'est très généreux. Mais par contre, il faut vraiment jouer le jeu. C'est-à-dire, il faut vraiment rechercher un emploi, etc. Vous ne pouvez pas juste... et c'est un sujet d'ailleurs qui revient, parce que forcément, ce type de débat sur les incitations, la responsabilité des gens, les profiteurs du système, ils ne concernent pas que la France. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments de comparaison qui sont importants. Et de fait, quand vous avez à la fois une partie publique qui est très stricte, très bien identifiée d'ailleurs. Nous, enfants, quand on regarde la fiche de paie, en fait, on ne sait pas ce qu'est un impôt ou une cotisation. On a des choses qui s'appellent cotisation, des choses qui s'appellent contribution. Après, on a le pass, mais de fait, on a une part des cotisations qui financent des choses universelles, c'est notamment la santé, la famille, des choses, même des cotisations qui financent des choses croisées. Par exemple, la cotisation famille finance une part des retraites, etc. Donc, on est un peu perdu. Les impôts financent une partie des prestations sociales. Là, on est dans un domaine où il y a un système beaucoup plus lisible, et donc de fait, quand vous compartimentez, vous obligez à la bonne gestion aussi. Et ça, c'est un point assez marquant quand vous faites aussi appel un peu plus à la concurrence. Alors, sur la santé, on n'a pas beaucoup parlé de santé, je conclurai sur ça. Il y a quand même des modèles très différents. Alors, il y a un mauvais modèle, je pense que ça fait consensus, ce modèle américain. Il est très coûteux, il donne accès à des choses très innovantes, mais les performances de santé ne sont pas très positives. Et après, quand on regarde
les pays européens, on a un modèle français qui est assez atypique, où en fait on a un étage obligatoire, un étage complémentaire, mais sans forcément de vraie distinction. En fait, c'est quelque chose d'assez atypique. On a le modèle du bouclier sanitaire dans les pays nordiques, ou alors là, on est essentiellement public. En fait, globalement, vous payez les 100, 200, 300 premiers euros de soins toute l'année, et après, tout le reste est pris en charge, et vous n'avez quasiment pas de mutuelle. Et vous avez un modèle qui est plutôt privé concurrence côté Pays-Bas et Allemagne, où là, alors, en Allemagne, c'est à partir d'un certain niveau de revenu, aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus général, mais où là, en fait, vous êtes obligé de vous couvrir pour un certain montant par an, mais par contre, vous faites appel à des caisses privées. Et quand on regarde les statistiques en termes de santé, d'espérance de vie, etc., tout fonctionne. Donc, il n'y a pas de vrai bon modèle. Par contre, nous, on est quand même pénalisé. Bon, je ne sais pas si on est pénalisé, mais on se distingue par un système de santé qui est un peu hybride, avec du public, du privé, des coûts de gestion qui parfois sont réputés élevés, et des performances qui sont médiocres malgré un coût élevé, puisqu'on est autour de 12% du PIB. Bien, on voit que la mortalité infantile remonte ou autre. Donc il faut peut-être s'interroger aussi sur ça. Merci beaucoup. Alors Valérie Deville-Chabrol, une fois les exemples des autres pays de l'OCDE présentés, quelle piste de réforme pour le système de protection sociale français ? Alors, je crois que l'une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est effectivement au nom d'une forme d'égalitarisme, si je peux me permettre, sur le territoire national, l'État et les pouvoirs publics, d'une façon générale, quelle que soit leur orientation politique, sont tentés de vouloir tout régenter. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on atteint quelque part les limites d'un système où il y a, on l'a dit tout à l'heure, donc ça représente 32% du PIB, et en même temps, c'est un système donc de protection sociale très mutualisé au niveau national qui a de plus en plus d'externalités négatives. C'est un système qui, on le sait, dans les 5 prochaines années, va sans doute dégager pas loin de 100 milliards d'euros donc de déficit supplémentaire. C'est un système où il y a des poches de pauvreté, M. Pallier l'a rappelé, qui réapparaissent. Et à force de vouloir tout régenter, on finit effectivement par rendre un système complètement illisible et dans lequel il n'y a plus de marge, disons, d'adaptation aux spécificités des territoires, des entreprises, des branches professionnelles. Nous, c'est vrai que dans notre secteur d'activité, donc qui est effectivement la partie complémentaire, nous nous adaptons à nos publics dans la perspective donc des enjeux que nous avons signalés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, le système de santé est quand même extrêmement fondé sur les soins, alors même que ce que l'on a besoin, c'est de garantir la santé de nos publics. Et donc, sur nos branches professionnelles, sur l'incitation et l'impulsion des partenaires sociaux qui nous donnent un cadre général pour avancer, par exemple, nous travaillons beaucoup sur la prévention pour faire de l'entreprise un acteur, disons, de la prévention de la santé et permettre aux salariés de bien vieillir en entreprise et à la retraite. Et donc ça, c'est extrêmement important, c'est que dans nos marges de manœuvre, donc nous essayons de dégager effectivement cette incitation à la prévention par des moyens financiers qui sont mutualisés et que les partenaires sociaux acceptent de mutualiser pour que nous permettent de développer donc des parcours sur le bien vieillir, que ça passe par exemple pour la prévention des troubles musculo-squelettiques, des troubles, disons, de diabète, de l'hygiène de vie, et pour effectivement développer ces pratiques de prévention en entreprise en fonction des besoins de nos branches. Ça, c'est une des premières pistes de solutions. Nous développons également donc des solutions. Je repartis avec le développement donc de la perte d'autonomie. Il y a effectivement de plus en plus de salariés aidants. Donc des personnes qui travaillent tout en devant prendre soin d'un proche aîné ou enfant handicapé, par exemple. Et donc dans ces cas-là, nous avons développé des solutions pour alléger leur charge mentale de façon à leur permettre, disons, de continuer à travailler dans des bonnes solutions tout en étant rassurés sur la prise en charge de leurs proches. Ça, ce sont des solutions que nous développons. Aujourd'hui, toute la question, c'est de savoir si nous allons avoir la possibilité de continuer d'innover, parce que ça fait partie
effectivement, nous sommes en concurrence, on l'a rappelé tout à l'heure, mais ça fait partie de notre capacité d'innovation et de différenciation vis-à-vis des publics et de pouvoir développer, de profiter. On profite également donc des nouvelles technologies, on n'en a pas beaucoup parlé. On sait qu'on va avoir de plus en plus de capacités d'innovation grâce à ces nouvelles technologies qui vont nous permettre de mieux cibler les besoins et de ne pas faire finalement de la même prévention pour tout le monde, ce n'est pas l'objet, mais au contraire d'avoir de plus en plus donc de solutions qui sont adaptées aux besoins donc enfin, disons nous on est plutôt dans le monde de l'entreprise donc aux besoins donc des différentes entreprises, des publics, des territoires aussi, et donc comment on peut articuler ce niveau public et ce niveau privé dans finalement un dialogue apaisé, sans se renvoyer la balle. Et je pense que tout le monde a de la place parce que la sécurité sociale ne pourra pas tout faire compte tenu de ces perspectives de déficit. Et comment peut-on créer ce dialogue intelligent pour permettre à la fois que la sécurité sociale couvre les besoins principaux, majeurs, de toute façon elle le fait déjà, mais qu'elle accepte effectivement d'avoir cette part d'individualisation ou de collectivisation, disons, privée, disons, mais au bénéfice de tous. Merci. Je vais vous renvoyer comment dire, les pistes de solutions qui ont été déjà envisagées et prolongées par rapport aux interventions que vous avez faites. Vous aviez pointé sur le besoin de compétitivité, tous les deux avec des mots différents, mais manifestement, ce qui nous manque en France, c'est manifestement de la croissance, ce qui permettrait d'alimenter davantage le système de sécurité sociale, de protection sociale dans son ensemble, et ce qui permettrait de mieux prendre en charge ces nouveaux risques. Simplement, comment à faire des gains de productivité en France, comment augmenter le taux d'emploi. Voilà, donc je ne sais pas si Bruno voulait commencer ou Olivier. Sur augmenter le taux d'emploi, Bruno en a parlé déjà un petit peu. En fait, et c'est vrai qu'alors là où on a un gros déficit par rapport aux autres pays, même par rapport à la moyenne européenne, c'est au-delà de même 60 ans, même plus que 55 ans, et en fait, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais un élément central, c'est de repousser l'âge effectif de départ à la retraite. Alors, est-ce que c'est des mesures d'âge? Est-ce que c'est des mesures de cotisation? On voit qu'il y a des pays qui n'ont pas de vrai âge de départ à la retraite. Si on pense à la Suède, d'autres ont des mécanismes de pivot, mais de fait, il y a un sujet quand même il y a un réglage à faire du système de retraite. Et ce qui nous distingue, quand vous avez parlé du déficit, une partie, alors qui n'est pas le déficit qu'on voit aujourd'hui, mais parce que c'est toujours un peu compliqué de localiser précisément d'où vient le déficit vu la complexité du financement, mais structurellement, une partie du problème des finances publiques et des finances sociales en France, c'est la retraite, et notamment en prospective. Et les autres pays, ils ont mis en place des sortes de mécanismes automatiques d'ajustement, plus ou moins automatiques, en fonction de l'espérance de vie, à la fois de la production économique. Et c'est important parce que, au fond, c'est un sujet de répartition des ressources. Et c'est un sujet qu'il faut distinguer de la question de la pauvreté, qui est par ailleurs dont il faut tenir compte. Mais à un moment donné, quand on alloue 14% de production économique, de richesse économique aux retraites, c'est pas anodin. Alors si on peut les financer parce que, je sais pas, on a découvert un des puits de pétrole, ou on a trouvé, je sais pas, le dernier Google ou autre vient chez nous, pourquoi pas. Mais si on a un sujet de répartition des ressources, de rareté des ressources, il faut se poser la question. Ça pose à court terme quand même un sujet de réduction de cette masse de dépenses des retraites pour sans doute libérer une partie du coût du travail. Alors, je pense qu'avec Bruno, on ne sera pas d'accord sur la vision du coût, mais parce qu'il y a deux choses au coût du travail. C'est là toute la complexité du système. Il y a ce qu'on appelle, alors, le coût du travail, il est à la fois, quand on entend certains, on dit le travail ne paie pas assez. Quand on voit les indicateurs, on voit quand même que le coût du travail horaire en France est relativement élevé en comparaison européenne. C'est
c'est logique avec notre niveau de productivité et de développement, mais on est quand même parmi les plus élevés, avec une distinction très faible d'ailleurs par niveau. Au niveau du SMIC, on est un des plus bas des grands pays. Au niveau, dès qu'on monte au-delà de 1,5 de SMIC, c'est-à-dire au-delà du salaire médian, on est parmi les plus élevés. Mais dans ce coût du travail, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie qui est du salaire ou du salaire différé. Et ça, à la limite, c'est pas un sujet, en fait, ça rend compte de la productivité des travailleurs ou autre. Le sujet, c'est que de manière croissante, et ça tient à l'hypertrophie de notre système de dépenses sociales, qui est un choix collectif, mais qui, de fait, comme il est universel, comme il est très large, comme il est relativement généreux, globalement, ben, ça se traduit par de la fiscalité du travail. La fiscalité du travail, à un moment donné, c'est pas très incitatif pour travailler. Donc, si on veut faire des gains de productivité, peut-être qu'il faut repenser le financement du système de protection sociale. Alors, ça va pas résoudre un problème de crise de finances publiques. Qu'on pense, par exemple, à la TVA sociale ou qu'on pense à d'autres formules, on n'est pas obligé d'aller sur la TVA. En tout cas, peut-être de libérer une partie du coût du travail et de le rendre aux salariés, au fond, parce que c'est leur rémunération qui, après, ils en font ce qu'ils veulent. Un sujet clair peut-être aussi, c'est de rendre plus de liberté. Et ça, je pense, c'est un élément central en fait. Aujourd'hui, on est dans un système où globalement, une partie importante, la majorité du revenu du travail, parce que si on prend le coût du employeur, c'est quand même le revenu du travail, est prise et est dépensée pour le compte du salarié. Alors, peut être content ou pas, mais de fait, c'est pas forcément très lisible déjà, donc on pourrait déjà commencer par améliorer la lisibilité, mais peut-être qu'on peut donner plus de liberté aux gens dans leur choix, peut-être. Alors est-ce qu'il faut regarder du côté des Pays-Bas ou de l'Allemagne d'avoir le choix pour son assurance maladie? Est-ce qu'il faut avoir plus de choix sur la façon dont on s'assure pour les retraites? C'est des questions à envisager, parce que avec la liberté vient aussi, au fond, une plus envie de travailler, plus on se sent davantage, maître de ce qu'on a gagné. Et ça fait davantage de plaisir aux travailleurs, je pense, d'avoir à disposition ce qu'il a gagné, ou au moins, en tout cas, de vraiment savoir où ça va. Et à minimum, si on n'arrive pas, parce que la liberté, ça peut avoir un coût à très court terme, dire si on reprend des ressources de tel système pour le rendre aux travailleurs, ça pose des questions de comment on finance quand même le système actuel. Mais à minimum, si on améliore la lisibilité entre ce qui est vraiment de l'impôt et de la cotisation, ça permettrait d'ailleurs à pas mal de gens de voir que une partie de ce gros amas qui est entre le super brut et leur super net et qui ne cerne pas beaucoup, en fait une grosse partie c'est quand même du salaire différé et ça tombe pas dans un trou noir. Et ça, c'est important. Après, on peut avoir aussi une discussion séparée sur les modes de gestion, mais le fait d'avoir bien en tête que c'est pas de l'impôt et qu'il y a une grosse partie qui est du CRE différé, ça, c'est quelque chose qui est pas assez clair. Puis après, sur l'impôt, c'est un débat démocratique, c'est de l'ordre du Parlement. Est-ce qu'on va avoir un pays plus ou moins redistributif? C'est un choix démocratique. Bruno? Moi, ce que je sais, c'est que depuis 40 ans, on lutte contre le coût du travail par le biais d'exonération de cotisations sociales, et ça ne rend pas du salaire aux travailleurs, ça rend de l'argent aux employeurs. Et visiblement, les employeurs n'en ont pas profité ni pour embaucher plus, ni pour monter en gamme. Donc il y a un vrai problème de l'usage des 83 milliards d'exonération de cotisations sociales, qui sont de la dépense publique et qui visiblement n'ont pas une efficacité folle, ni en matière de création d'emplois, ni surtout en matière de montée en gamme, de compétitivité. Donc effectivement, on n'est pas d'accord sur ce diagnostic c'est toute la faute du coût du travail. Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'on parle beaucoup des Français, du salaire, des salariés, etc. Et on ne parle pas beaucoup de l'offre. L'offre, c'est-à-dire les employeurs. Quels emplois ils créent? Est-ce qu'ils ont quelle stratégie économique de positionnement? Est-ce qu'ils savent investir dans la recherche et développement? Non, visiblement pas, puisqu'on est très très en arrière de ce côté-là, parce qu'en fait, ils tendent la sébille pour avoir des subventions publiques, 211 milliards d'après l'étude du Sénat, plutôt que d'être des bons capitalistes qui savent investir, qui savent innover et qui savent monter en gamme. Et c'est là où on pourrait trouver de la croissance. De même, en matière de santé, on parle beaucoup des patients qui consommeraient trop, etc. On oublie que c'est pas le patient qui tient le Mont Blanc, c'est bien les médecins qui font les prescriptions. Et donc, s'il y a beaucoup de dépenses de santé, c'est peut-être aussi que du côté de l'offre, elle est mal organisée, elle est mal régulée, qu'on n'arrive pas à la tenir. Et là, on pourrait parler aussi bien du Japon que de la Suède pour avoir des exemples où on a une très bonne santé avec un financement un petit peu inférieur, mais beaucoup plus de régulation
de l'offre, c'est-à-dire des professionnels. Mais pour revenir à votre question de modèle de croissance, je crois qu'il faut parler aujourd'hui de modèle de prospérité, puisqu'on est quand même dans une crise écologique, et que la question de la productivité doit changer dans notre esprit. Il faut qu'on cesse d'être en quête d'une productivité quantitative comme au 19e siècle, c'est-à-dire toujours produire plus par heure, parce que ça, par heure de travail, la productivité, c'est comme ça qu'on la calcule, c'est combien fais-tu de choses en une heure, et ce qu'on espère, c'est en France beaucoup, intensification du travail, c'est faire plus en une heure. Ça épuise les salariés, ça épuise la planète, et ça n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui souhaitable. Par contre, ce qu'il faut imaginer aujourd'hui, c'est d'entrer dans une économie de services où ce qui compte pour les services, c'est pas la quantité de services produits, mais c'est la qualité des services produits. Et moi, ce que je propose avec d'autres, c'est une stratégie de la qualité pour toutes et tous, où ce que l'on cherche, c'est conquérir des marchés, et d'abord en France, avant l'étranger, parce que les entreprises françaises ont du mal à convaincre les clients français eux-mêmes, les convaincre par la qualité, une différenciation par la qualité. Et plutôt que de réduire la qualité par la réduction des coûts, on rogne surtout, et donc on n'est pas capable en fait de monter en gamme, c'est plutôt de se positionner en qualité. Alors la qualité, on la connaît en France, c'est LVMH, c'est Airbus, des choses comme ça. Moi, je pense beaucoup plus largement. Et je vais vous citer un exemple qui est un exemple de protection sociale, c'est celui de la prise en charge de la dépendance. Donc vous le savez, il y a eu une entreprise, enfin une chaîne qui a essayé de faire des gains de productivité, de faire des marges sur la quantité. C'est-à-dire qu'elle a réduit le nombre de personnes par personnes âgées dépendantes, elle a réduit les portions de nourriture, elle a réduit le matériel, etc. Elle a donc cherché, par la réduction des coûts, à faire des marges. Le résultat, c'est Orpea, vous l'aviez reconnu, c'est des catastrophes, c'est des décès. Donc, on ne peut pas chercher à faire des réductions de coûts comme ça sur des services comme les services à la personne. Ce qu'il faut absolument, c'est se positionner en qualité et donner les moyens à chacun des Français, notamment par les salaires. Et vous l'avez dit, le SMIC est plutôt bas, donc on a là besoin d'augmenter un petit peu les revenus pour que les Français aient les moyens de choisir la qualité, qu'ils ne soient pas forcés d'aller toujours au low cost, au discount, etc. Et petit à petit, on peut avoir une montée en gamme par cela. Mais pour cela, il faut partir d'une amélioration du travail, des conditions de travail et de la formation. Ça, c'est vraiment l'enjeu crucial et au cœur de nos problématiques. D'abord, les Français, pour beaucoup d'entre eux, sont insatisfaits de leur situation au travail, du fait d'absence d'écoute, de reconnaissance et d'intensification du travail. C'est aussi pour ça qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'à l'âge de la retraite, parce qu'avant de parler de prolonger l'âge, il faudrait déjà que les Français, il y a la moitié des Français qui ne sont plus en emploi avant l'âge de la retraite en France. Donc il faut qu'ils y arrivent, et pour y arriver, il faut de meilleures conditions de travail, il faut de la formation, et il faut que les employeurs les gardent. Parce que pour l'instant, les employeurs, ils s'en débarrassent des salariés vieillissants dans le secteur privé. Et ça, c'est la qualité du travail qui permet d'abord de prolonger les carrières, qui permet ensuite d'entrer dans une stratégie de la qualité, parce qu'il n'y a pas de production de qualité, ni de services, ni de biens, s'il n'y a pas de qualité du travail et de qualification des salariés. Donc voilà, c'est une stratégie globale qui mise sur la qualité des produits, des services, la qualité du travail, la qualification de tout le monde. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça commence à l'âge de 1 an, 2 ans, donc un accueil de qualité pour tous les enfants, et puis une école qui vise à la réussite de tous et pas mettre des bonnes notes ou des sales notes. Pareil pour le collège, pareil pour le lycée, c'est la réussite de tout le monde. Puisqu'on est en audience de professeurs, c'est apprendre à faire réussir tous les élèves et non pas à classer les élèves entre les bons et les mauvais, c'est tout à fait essentiel pour accroître les compétences de l'ensemble de la population française. Et puis, suivre les individus tout au long de leur parcours de vie et pas seulement attendre le moment de la retraite pour consacrer l'ensemble de nos ressources et de nos efforts là-dessus. Merci beaucoup. Je voudrais juste corriger un point parce que j'ai pas dit que le SMIC était si bas, c'est le coût du travail au SMIC. Et donc, quand on regarde d'ailleurs ces allègements dont vous signalez, en fait, la question c'est qui en bénéficie vraiment? Est-ce que c'est l'employeur ou est-ce que c'est le salarié qui, grâce à ces allègements, trouve un emploi et voit aussi l'État prendre en charge ses cotisations? Toutes les évaluations montrent qu'il n'y a pas eu d'emploi créé avec les exonérations de cotisations sociales. Alors, c'est pas complètement exact, mais vous avez aussi, quand on regarde bien les données, on voit que ces allègements, en fait, sont un énorme outil redistributif au bénéfice des salariés.
Merci beaucoup Valérie, Bruno et Olivier d'avoir partagé vos réflexions avec nous sur la protection sociale, ce qui semble manifestement au départ un problème extrêmement complexe, la protection sociale, a débouché manifestement sur une vision beaucoup plus globale de nombreux problèmes, à commencer par celui de la formation, de la prise en charge de la petite enfance. Des pays comme la Finlande ont réussi à réformer profondément leur système éducatif. J'espère, manifestement, ce sentiment est partagé, que la France arrivera à faire ces réformes. L'exemple de la Suède aussi, qui a su maîtriser ses dépenses, quitte à modifier le statut de fonctionnaire. Nous avons des exemples de pays qui ont réussi et manifestement, la protection sociale, c'est un point dans un ensemble de réformes et je crois que nous allons pouvoir continuer ce dialogue vers d'autres tables rondes. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver la totalité des références des intervenants sur le site de melchior.fr et vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup.